Bonjour à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de podcast où je parlerai des travaux d'hiver. Alors, les travaux d'hiver, D''apostrophe H, mais aussi d'hiver avec leur diversité, parce que il y en avait plusieurs. Alors, j'ai quasiment terminé. Et en fait, je vous fais une voix off aujourd'hui parce que simplement j'ai été dans l'incapacité d'enregistrer dans le jardin parce qu'il a fait trop mauvais, trop de vent, de la pluie, trop de bruit aussi parce qu'il y a beaucoup de tronçonneuses qui fonctionnent en ce moment après chaque tempête et puis voilà, les gens font leur bois donc c'était pas un fond sonore très agréable. Donc en fond sonore, je vous mets une pluie. Voilà, j'ai enregistré la pluie sur le jardin aussi. Comme ça, on sera un peu dans le jardin. Et comme ça, on va parler des travaux d'hiver. Alors déjà, première chose, les sangliers sont revenus. J'en avais parlé dans l'épisode sur la visite du jardin, que je touchais du bois, que pour l'instant, ils n'étaient pas revenus. Mais bon, comme l'année dernière, les sangliers, ils ont faim en plein hiver, il n'y a plus de noisettes, il n'y a plus de châtaignes, il n'y a plus trop de choses. Et ils font le forcing pour entrer dans les jardins, où souvent on a préparé déjà le sol, on a engraissé le sol. Et les sangliers, ils adorent, c'est un animal omnivore, alors ils adorent les vers de terre, les larves, mais aussi les bulbes, toutes les plantes, les racines de plantes et tout ça. Et ils transforment le jardin en champ de ruines. Bon, alors j'ai eu de la chance cette année par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il n'y a qu'un seul sanglier qui est rentré 3 fois quand même, pendant 3 jours. Mais petit. Donc les dégâts sont pas énormes. J'ai peut-être perdu 1 ou 2 plantes, mais rien de ce que j'avais vraiment planté. Le blé a été un peu remué, les fraisiers aussi, mais rien de grave. Alors c'est l'occasion d'en parler un petit peu parce que les sangliers ils font de plus en plus le forcing dans les jardins et jusqu'en ville, dans les rues des villes. Donc comment faire pour clore son jardin contre les sangliers? Alors déjà il faut une clôture solide. L'idéal c'est des clôtures rigides comme il y a dans les espaces urbains autour des parcs et tout ça. Mais sinon au moins des grillages soudés qui vont si possible dans le sol parce qu'ils soulèvent facilement le grillage et bien renforcés dans l'idéal avec du fil de fer barbelé surtout en bas là où ils aiment pousser avec leur nez. Et puis ce qui marche bien aussi c'est les entremêlements d'épines et de tout ça, ce qu'on appelle en Corse tangu porcino, c'est les épines contre les cochons, quoi. Voilà. Les pruneliers, les aubépines, tout ça, en doublage du grillage, voilà. Parce que même le grillage tout seul, parfois il n'est pas assez solide, et les haies toutes seules, ils arrivent toujours à se faire quand même un petit passage. Alors après avoir dit comment on peut clore le jardin, je voulais aussi revenir sur quelque chose que je vois surtout sur internet, c'est-à-dire des conseils de mettre une clôture électrique contre les sangliers. Alors il faut savoir que le sanglier a le cuir solide et que si on veut le dissuader avec une clôture électrique, il faut mettre la clôture à une très forte intensité. Et qui dit très forte intensité dit qu'il n'y a pas seulement les sangliers qui se font un petit peu mal. Et moi je déconseille fortement cette solution-là parce que ce qui fait juste dissuade les sangliers en leur faisant un petit peu mal, ça peut tuer des animaux plus petits, par exemple les hérissons.
On a retrouvé des hérissons cramés sur des clôtures électriques prévues pour les sangliers et des chats aussi. Donc si vous avez des chats ou des chiens, faites attention. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Voilà. Et sinon, il faut savoir que les sangliers, ils sont très intelligents. Donc en fait, ils réfléchissent. Et ils sont un peu... ils font pas tous les jours les mêmes choses. Donc on ne les trouvera pas dans le jardin toutes les nuits à la même heure. Ils peuvent arriver très tôt dans la nuit, ils peuvent arriver très tard, ils peuvent arriver en milieu de nuit. Ils ont un grand territoire qu'ils parcourent où ils vont chercher leur nourriture. Donc ils ne vont pas forcément au même endroit toutes les nuits. Mais on ne peut pas forcément les attendre facilement et prévoir par où ils vont passer. Et s'il y a une entrée par où ils passaient qu'on a bouchée, et ils vont chercher à passer ailleurs. Alors déjà, ils vont essayer de forcer le passage qu'on a bouché. Souvent, ils y arrivent aussi. Et sinon, ils vont chercher ailleurs. Et comme ça, ce qui m'est arrivé l'année dernière, c'est que j'avais eu pendant plusieurs années aucun problème de sanglier. Puis tout à coup, ils sont arrivés autour du village et mon jardin, comme ceux de tous les voisins, a été saccagé. Et en fait, il y avait beaucoup de passages potentiels. Pas des vrais trous, mais des passages un petit peu faibles dans la clôture et des endroits où un sanglier, en poussant bien, en passant un peu sous la clôture, en foyant un peu en dessous, ou en passant aussi au-dessus, ou simplement à travers le grillage, il pouvait passer. Et donc j'ai passé depuis à peu près décembre 2023 jusqu'à mai 2024, chaque semaine à essayer de repérer les endroits faibles, simplement en essayant de repérer par où le sanglier était passé, et renforcer. Et la fois d'après, nouveau saccage, nouvelle entrée repérée, nouveau bouchage de clôture, etc. Ce qui fait que cette année, normalement, c'est un petit peu plus solide. Voilà, grillage, épines, etc. Mais voilà. Après, on espère que ça ira bien. Mais vu que les animaux sauvages ont toujours faim aussi, et bon, on les comprend un petit peu, on leur pardonne malgré tout. Alors j'ai remarqué aussi que, comme j'ai dit tout à l'heure, les sangliers aiment beaucoup les larves et les racines et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que dans mon jardin, ils étaient venus vraiment spécialement dans les endroits que j'avais nouvellement préparés. Donc l'année dernière, par exemple, j'avais transplanté mes fraisiers à l'automne et les fraisiers ont été abondamment retournés. Évidemment, j'avais paillé, la terre avait été aérée, j'avais mis du compost, donc il y avait beaucoup de vers de terre et de matière organique et de bonnes odeurs pour le sanglier. Il faut savoir qu'il a un odorat très développé. Et pareil, j'avais planté en octobre des plantes vivaces, un nouveau parterre. Et là encore, j'avais bien préparé la terre, etc. Et ça aussi, ça avait été particulièrement visité plusieurs fois. Et cette année, j'ai remarqué que les vivaces qui sont maintenant installées n'ont pas été touchés par le jeune sanglier qui est rentré. Par contre, il a été dans les nouvelles plates-bandes que j'ai faites et aussi à tous les endroits où j'ai remué récemment. Donc par exemple le blé, il est allé fouiller le blé et toutes les endroits où j'avais stocké les herbes, les mauvaises herbes, on va dire, que j'avais arrachées, que j'avais mises dans les allées, il est allé fouiller sous les mauvaises herbes, en fouillant un peu la terre en dessous aussi. Parce que sous ces endroits-là, il y a des larves qui se mettent, des vers de terre, enfin ça regorge de vie. Donc c'est des endroits excellents pour la biodiversité et pour favoriser les cultures quand il n'y a pas de sanglier. Mais quand il y a un sanglier, c'est l'endroit qui les attire le plus. Voilà. Donc voilà, donc j'ai trouvé quelques passages que j'ai bouchés. Depuis, j'ai plus de problème. Donc une fois ça réglé,
Ça m'a pris quand même une bonne dizaine de jours d'observation et de travail. J'ai pu faire les travaux d'hiver. Alors ce qu'on fait en hiver beaucoup, c'est les tailles et les élagages des arbres et les tailles qu'on appelle de formation. Donc c'est la taille qui va permettre de sculpter la silhouette de l'arbre ou de l'arbuste. Et c'est un travail qui se fait en hiver quand la sève est au repos et que l'arbre est en repos et qu'il peut perdre une branche sans trop s'en apercevoir et sans trop de dégâts, de perte de sève justement. Alors moi je n'ai pas encore grand chose dans mon jardin, donc j'ai fait ça assez vite, la taille d'une aubépine, les 2 figuiers et la taille du lierre dont j'avais aussi parlé la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc indépendamment de la taille ornementale ou de taupière, qui est vraiment particulière, ce qu'on regarde pour la taille d'hiver, c'est si des branches ne frottent pas entre elles. À ce moment-là, les écorces qui frottent l'une contre l'autre, elles se blessent. Et donc il faut choisir quelle branche on garde et laquelle on supprime. Donc ça se fait par différents critères. On aime bien garder la plus vigoureuse, on va dire. Mais ça peut dépendre aussi de diverses choses. Je crois que j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube de jardin de résistance sur la taille. On peut aller la voir pour quelques références de plus. Et puis la taille du lierre, alors ça c'est intéressant, j'en avais déjà un petit peu parlé. Le lierre c'est pas foncièrement mauvais pour les arbres comme on le dit souvent, mais ça c'est un truc qui vient vraiment du passé et des idées fausses qu'on se faisait. Et aujourd'hui avec le changement climatique, le lierre peut même avoir des choses, vraiment des avantages. Par exemple, il permet de garder une certaine fraîcheur en été pour les arbres, une certaine humidité ambiante. Et il permet aussi de faire des abris pour la petite faune, les insectes et les oiseaux qui sont en chute libre depuis quelques années et puis en chute libre alarmante. Donc tout ce qu'on peut leur garder, c'est bien. Mais alors pourquoi je taille? Parce que quand même le lierre peut avoir un poids assez conséquent sur les arbres à partir du moment où le lierre envahit les branches et les branches les plus hautes. Et le poids est aussi la prise au vent. Donc comme il y a de plus en plus de tempêtes et de coups de vent, il faut aussi penser à ça quand on veut préserver ces arbres. Donc ce que je fais, c'est que concrètement, j'ai mes 2 figuiers où il y a du lierre dedans. Et ces figuiers, ils ne sont pas en un seul tronc avec des branches ensuite. C'est un bouquet de plusieurs troncs, pas forcément très épais, mais qui peuvent avoir du lierre très très haut. Et les branches elles-mêmes commencent à une certaine hauteur seulement. Donc j'ai décidé de prendre comme mesure mon propre corps, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs pour tous les gestes de jardinage, que ce soit votre corps qui soit l'étalon. Et donc en levant les bras, quel est l'endroit que je peux atteindre facilement sans avoir à escalader, à monter sur des escabeaux et des choses comme ça dangereuses. Et je taille à partir de là, donc j'ai laissé le lierre à une certaine hauteur, quoi, jusqu'à 2 mètres et puis après il s'arrête. Alors ça peut être un petit peu plus loin parce que les troncs des figuiers ils sont penchés, notamment le figuier du haut qui est au-dessus du petit banc de pierre, petit muret de pierre qui sert de banc et dont je parlais lors de la visite du jardin, et qui fait comme un parapluie, comme un parasol au-dessus de l'endroit où on s'assied. Et donc les troncs sont quasiment horizontaux à cet endroit-là, donc j'ai pu aller un petit peu plus loin pour ça, et toujours en pensant au poids. Alors ensuite, travaux d'hiver, c'est fait. Et travaux d'hiver avec leur diversité, ça c'est un petit peu autre chose parce qu'en fait, dans les... Alors je sais pas comment c'est maintenant au nord de la Loire et tout ça, mais je pense qu'il y a encore un vrai hiver. Mais ici en Corse,
dès le mois de décembre, en tout cas janvier, le printemps s'annonce déjà. Et donc il y a déjà des choses qu'on sème dans le potager, par exemple les fèves. Fin janvier, on peut faire les pommes de terre aussi. Ça toujours un peu risqué s'il y a du gel en février, mais généralement ça passe. Même des petits pois, des choses comme ça. Et il y a aussi les premières floraisons. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les insectes ressortent. Et donc on a cette espèce de chevauchement entre les travaux d'hiver, donc de la saison hivernale, et les premiers travaux de printemps. Donc ça, j'en parlerai bientôt parce que j'espère pouvoir retourner au jardin, enfin faire des enregistrements au jardin bientôt. Mais en gros, il y a déjà des pommes de terre que j'ai plantées par exemple entre les rangs de blé. Il y avait beaucoup de place et puis ça a été récemment retourné un petit peu par le petit sanglier. Et là, je vais bientôt aussi commencer à préparer les parterres de fleurs. Il y a les premiers bulbes qui sortent. J'ai un iris fleuri aussi, enfin c'est des choses comme ça. Donc refaire on va dire les canaux, pas les sillons, mais les canaux dans le potager, refaire tout bien droit et commencer à préparer pour la saison suivante. Voilà. Donc ça on le verra tranquillement, j'espère au rythme du jardin. Mais on sent qu'il y a quand même voilà, le printemps qui commence déjà à pointer. Voilà, et ben c'était un petit épisode avec la pluie en fond et puis quelques petits interludes de pluie aussi. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous laisse un petit peu encore de pluie pour la fin. Jardinez bien, bon hiver et à bientôt.